j'aimerais avoir ta pensée sur le fait que Scott Colvin, dans ce film, qui est joué par Pete Davidson, me fait penser à Daniel Di Zario, le rôle de James Franco dans Freaks and Geeks il y a 20 ans, en 99. Mais peut-être que Daniel Di Zario était dans un monde pré-11 septembre et que Pete Davidson, Scott Colvin, est dans un monde post-11 septembre et un peu plus fucked up. Comment est-ce que tu relis ces deux personnages? C'est une question très intéressante. Personne ne m'en a parlé avant. Et c'est pour ça que je suis là. Non, vraiment, la question est géniale. C'est très intéressant. Le personnage de Daniel Di Zario est rebelle. Il essaie d'être le plus cool possible, mais aussi d'être badass et de jouer le mec dur. Mais au fond, il est plein d'insécurité. Il a plein de problèmes à l'école, il a des doutes sur son avenir et il prétend que tout va bien. Et effectivement, je pense qu'il y a un peu de ça dans le personnage de Pete dans ce film. Tous ses amis pensent qu'il va bien avec le fait que son père soit mort dans l'exercice de ce métier, mais en fait, il ne va pas bien du tout et il est complètement déboussolé par ce traumatisme. Il est dans un cul-de-sac tout comme le personnage de Daniel, même si Daniel, lui, le sera pour un long moment encore. Et d'ailleurs, c'est peut-être bien qu'il n'y ait pas eu plus d'épisodes de Freaks and Geeks, car cela aurait pris une tournure vraiment triste. Ça aurait mis du temps pour que les personnages aient une salvation. Et j'ai entendu pas mal d'interviews de toi dans lesquelles tu disais que tu étais impressionné qu'il y ait énormément de gens qui viennent vers toi pour te dire à quel point Freaks and Geeks avait changé leur vie. Pas seulement des adolescents américains, mais aussi beaucoup d'Européens. Moi, par exemple, je voue un culte à cette série, mais comme énormément de gens en France. Cette série, elle mixait de la comédie et du drame avec quand même beaucoup de comédie. Et là, en ce moment, beaucoup de mes collègues parlent du King de Staten Island en disant que c'est Judd Apatow qui, pour la première fois, mixe le drame et la comédie. Ça, je suis pas d'accord, parce que dans Funny People, tu le faisais déjà de mixer ces deux-là. Mais dans ce film en particulier, où la balance, elle est claire et beaucoup plus pointue, comment as-tu réussi à faire cette balance-là? Comment est-ce que tu as ramené la comédie dedans? J'ai pensé ce film comme un film dramatique en priorité. Et puis je me suis dit qu'en faisant le bon casting, il y aurait forcément inconsciemment de l'humour. Le personnage est drôle, aime créer des problèmes. Il a donc une attitude qui peut être comique. Et puis il y a ce personnage joué par Bill Burr qui pense savoir tout sur tout, ce qui le rend drôle. Tout comme les personnages des pompiers ou des amis de Scott défoncés à la weed. C'est le ressort comique du film. J'ai en priorité suivi l'arc dramatique du film et j'ai décrit le scénario en le pensant ainsi. L'humour naturel de la vie ressort de toute manière. Il y a quelques séquences qu'on savait comiques dans la préparation. La scène du cambriolage notamment. On savait que ce serait une scène importante pour l'histoire, puisqu'on voit à quel point le personnage se met lui-même dans des gros problèmes. Mais on savait aussi que ce serait drôle de le voir échouer à faire un tel braquage. Pour moi, c'est toujours la partie compliquée quand je prépare un film. Si je rends mon film trop sérieux, une partie de mon public pourrait se sentir abandonné. Ou encore d'autres voudraient que j'aille plus en avant dans la dramaturgie. Mais tu sais, parfois quand on essaie d'être trop drôle, on ne croit plus à l'histoire. Il y a un niveau de réalité qu'il faut respecter. Si je raconte les aventures de ces ados défoncés en faisant trop, cela devient un mensonge. Trouver le ton d'un film comme celui-ci est donc très difficile. Généralement, on le trouve en post-production, au moment du montage. On regarde une scène, puis on se dit, on peut l'arranger, elle doit être plus drôle. Puis à l'inverse, des dialogues trop drôles peuvent ruiner une scène. Trouver le ton d'un film comme cela prend la moitié d'une année. Oui, parce que tu l'as dit dans différentes conversations que tu as redécouvert certains de tes acteurs. Bon, alors, évidemment, quand tu les as castés, c'est qu'ils étaient bien pour le rôle, mais néanmoins, tu les as redécouverts et ils t'ont surpris pendant le montage. Je pense notamment au personnage de la mère, Marissa Tomei. Tu as dit qu'elle t'a donné des choses sur le plateau, mais tu t'en es rendu compte qu'au montage. Marissa Tomei, qui joue le personnage de la mère de Pete, est une comédienne fantastique. Je savais l'étendue de son talent, mais quand on a projeté le film en projection test sur un écran très large, on a vu toutes les nuances qu'elle mettait au personnage. Des émotions qui ne peuvent passer que par le regard. On peut appeler ça des micro-expressions. On pouvait tout simplement la ressentir, plus que sur le plateau.
c'est une actrice à Oscar. On est sur un niveau de jeu très élevé. Quand on a une telle actrice sur le plateau, tout le monde essaye de faire de son mieux et de se mettre au niveau. Les autres acteurs et actrices se disaient « J'ai intérêt d'être bon, car si je suis mauvais face à elle, ça va se voir. » Lena Dunham m'en parlait beaucoup à propos de son travail avec Adam Driver. Elle me disait qu'il était si engagé, si juste et si fluide qu'elle avait peur de ne pas tenir la réplique. Oui, parce que l'alchimie entre Marissa Tomei et Ray Bird, qui joue donc le beau-père, hein, ce nouveau pompier dans sa vie, elle est assez brillante. Comment ça s'est passé avant? Est-ce que vous avez fait différentes lectures? Je sais que tu aimes bien les lectures. Est-ce que ça s'est passé sur le plateau? Est-ce que tu as aidé les acteurs avant en parlant à se mettre dans le personnage? Parce que vraiment, l'alchimie entre tous ces acteurs-là m'a vraiment bluffé dans le film. Alors, est-ce que c'est en lecture que ça s'est fait tout ça? On a commencé à travailler pendant les auditions. Nous voulions être sûrs que l'alchimie entre Pete et ses amis soit forte. Belle Paulet est arrivée aux essais, elle joue le flirt de Pete. C'était un choix évident. Tout comme ma fille Maud, qui joue la sœur de Pete et qui a lu avec lui un bon nombre de fois en essai. Tu sais, il y a rien qui m'énerve plus dans les films qu'une famille qui ne fasse pas vrai. Tu sais, quand on regarde un film et qu'on se dit « Ils ne font pas vrai, je crois qu'ils ne se connaissent pas, ça ne marche pas, ils ne sont même pas amis dans la vie. » Ma fille Maud Apatow connaissait Pete depuis des années. On le voit à l'écran. Belle Paulet est amie avec Pete depuis des années également. L'amitié qu'ils ont dans la vie rend la relation entre les deux personnages plus profonde. Bill Burr est un comique que Pete adore depuis des années. Ils se respectent beaucoup mutuellement, et même si les personnages se détestent dans le film, on sent une connexion très forte entre ces deux acteurs. Car l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre remonte inconsciemment à la surface. Après l'étape de l'audition, vient l'étape des lectures, mais surtout de l'improvisation. Les improvisations servent aux acteurs et moi, pour comprendre les personnages, je n'ai pas écrit ces personnages avec Dave Sirius, mon co-auteur, en disant aux acteurs « Il faut que vous le fassiez tel que nous l'avons écrit ». C'est un travail collectif qui nous permet de comprendre la complexité des personnages. Et c'est ce que tu as fait, je crois, puisqu'il me semble que la première version du scénario, tu as dit à Pete Davidson, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, mais tu as besoin de raconter ton histoire, ça doit être sincère, ça doit être un petit peu dramatique. Donc il y a eu un premier brouillon, on va dire, et ensuite tu as fait changer tout ça. Comment ça s'est passé? Pete et moi avons travaillé sur un autre film avec Dave, mais nous n'aimions pas. Non, c'était un script sur lequel on bossait après Crazy Amy. Pete a fait un caméo dans le film Crazy Amy et il était si drôle que je voulais absolument faire un film avec lui. Mais je pense plutôt à un film un peu idiot, tu sais, ce genre de film que font les comiques dans leurs premières apparitions à l'écran. Mais ça n'a pas marché, mon idée était mauvaise. C'était sur l'université et Pete n'était même pas allé à l'université. Ça n'avait donc aucun sens de faire ce film. Puis on a commencé à parler, il m'a dit qu'il voulait faire quelque chose autour de sa maman qui rencontrait à nouveau des hommes et sa réaction positive face à cela. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas envie que ta maman retrouve l'amour? Même si au début ça t'embêterait peut-être un peu. Et si jamais ce premier encart était avec un pompier, est-ce qu'au fond ça ne t'anéantirait pas un petit peu? Ces questions sont devenues du coup le point de départ de notre scénario. Parce que pour être honnête avec toi, ça pourrait aussi parler à beaucoup de Français. Alors, je ne sais pas si c'est un film vraiment sur la vie de Pete Davidson ou alors de la perte d'un parent suite à des attentats. On a connu ça évidemment en France ces dernières années. C'est pour ça que je suis très content que ça sorte en salle en France. Mais sur cet aspect du film, la perte d'un père lié au 11 septembre, pompier dans les tours du 11 septembre, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais traité avant? Est-ce que tu avais peur de parler de ce sujet-là? Ou est-ce que tu étais déjà assez familier avec ce sujet pour en parler? Tu as mis avec beaucoup de pompiers du 11 septembre. Quand on a commencé à travailler sur le scénario, on a dû se décider si on voulait que l'histoire soit autour d'un personnage qui a perdu son papa le 11 septembre ou si on devait romancer les termes de sa mort.
On a décidé de ne pas parler du 11 septembre. Puisque, comme tu sais, avec ce qui s'est passé en France ces derniers temps, ces événements sont un deuil national. Et nous voulions que le film soit autour d'un deuil familial. Si j'avais parlé du 11 septembre, tous les personnages auraient été dans le même bouleversement. Alors que je voulais que seul le personnage de Scott le soit. Le film devait parler exclusivement du traumatisme de cette famille. Et puis je me suis dit que les spectateurs du film comprendraient qu'on parle du 11 septembre sans forcément l'évoquer. Le public doit le ressentir tout au long du film. Ce que Pete me dit souvent, c'est que quand on a un deuil personnel qui est lié à un deuil national, le chemin de reconstruction n'est pas le même. Car le monde entier parle de cet événement. Il est difficile de pouvoir passer à autre chose. Quand ma mère est morte en 2008, personne ne m'en a parlé. Ça a pris des années pour que les gens me parlent de ma mère. Pour Pete, c'est tout le temps, tous les jours. Le 11 septembre est présent partout. C'est comme si le traumatisme revenait par bribes dès qu'on en parle. Puisqu'on n'a pas la possibilité de laisser ça derrière nous, il faut trouver comment vivre avec un deuil présent continuellement. Oui, parce que tu viens de parler de ta mère. Le thème de la mère, en général, est très important dans tes œuvres, ton travail, que ce soit aux télévisions ou au cinéma. Alors, je voulais pas, même si tu n'en parles pas vraiment, ta mère, elle est présente partout, que ce soit en producteur, en auteur ou en réalisateur, si je me trompe pas. Absolument. Et puis tu sais, avec ma femme Leslie, on parle souvent du boulot que c'est d'être parent. Et comme c'est dur de savoir si nous donnons la bonne direction à nos enfants, on l'évoque forcément dans notre travail. En tant que papa, je me demande toujours si je prends la bonne décision. Et c'est un peu ce que traverse le personnage de Marissa Tom dans le film. Son fils perd son papa et, d'une certaine manière, elle le couvre trop, car elle ne veut plus qu'il souffre autant. Elle ne sait pas comment être dure avec lui, elle ne sait pas fixer les limites, car elle ne veut pas qu'il soit davantage blessé. Elle ne lui dit pas vraiment la vérité sur l'identité de son père. Elle fait de lui un saint. Elle ne veut pas que son fils ait de mauvais sentiments sur son père. Donc même si tout part de bonnes intentions, elle ne permet pas à son fils de pouvoir avancer et de se reconstruire. Et qu'est-ce qu'elle a amené au personnage? Qu'est-ce qu'elle a amené d'elle au personnage? Pour moi, c'est un de mes personnages préférés dans le film, avec le personnage de Pete Davidson, mais vraiment ce personnage de la mère. Qu'est-ce qu'elle a amené de sa personnalité qui n'était pas dans le scénario que tu as écrit? Parce qu'elle a des plans en silence qui sont, et des master shots en silence qui sont incroyables dans le film. Elle ramène de la chaleur et de l'humour, et ça c'est spécifique à l'actrice dans la vraie vie. La mère de Pete est une personne incroyable, avec un esprit très vif et une joie communicative. Elle a dévoué toute sa vie à Pete et à sa sœur Cassie. Elle faisait 2 boulots, infirmière à l'école la journée et infirmière aux urgences la nuit. C'est comme ça qu'elle a pu subvenir à leurs besoins toute leur enfance. Cares a lot, and I think for Marissa, what she talked about was trying to really understand how somebody can. On voulait comprendre comment quelqu'un peut avoir autant de force et être si positif tout en se remettant d'un tel traumatisme. Elle sera toujours là pour ses enfants, quoi qu'il arrive, avec une énergie dingue. J'ai passé du temps avec Marissa pour qu'elle insuffle ça au personnage. Et c'est le cas dès le début du film. Alors, je vais pas décrire la scène dont j'ai envie de parler maintenant. J'ai envie que les gens soient un peu surpris. Cependant, il y a un climax, comme on dit, qui grandit petit à petit tout le film, qui arrive jusqu'à cette scène où Pete Davidson révèle ce qu'il a à l'intérieur, ce que le public savait, mais lui, il a besoin de l'exprimer. Comment est-ce que tu as travaillé avec lui pour cette scène-là? Est-ce que tu as travaillé en improvisation? Parce que j'ai entendu Lena Dunham
qui disait que sur Girls, les premiers épisodes que tu as réalisés, c'est toi qui l'as poussé à faire des improvisations, notamment avec Adam Driver dont tu m'as parlé tout à l'heure. Mais avec Pete Davidson sur ce film, est-ce que l'improvisation a été importante également? Pete Davidson qui est un comédien, hein, pour le rappeler aux Français, c'est l'équivalent d'un humoriste. Donc c'est un comique brillant qui peut donc faire de l'improvisation. Est-ce que tu as utilisé cet outil-là pour The King of Staten Island? Tu parles de la scène qui arrive un peu plus tard dans le film? La base de la scène était déjà écrite, puis on l'a retravaillée pendant mes répétitions. Généralement, on lit la scène une fois, puis je leur dis de refaire sans texte, même s'ils se trompent. Puis je leur donne des nouvelles directions et je change les dialogues. En les regardant travailler, on a fait ça pas mal de fois. On prend beaucoup de notes pour tenter de trouver l'émotion juste. Donc sur le plateau, on garde la version définitive, tout en se rappelant de tous nos changements et en y revenant parfois. Je dis souvent à mes acteurs qu'il faut arriver d'un point A à un point B, mais que je m'en fiche s'ils n'utilisent pas les mots que j'ai écrits. C'est un voyage d'expérimentation et de découverte. Il y a une scène dans laquelle Pete demande pardon et explique comme tout cela est dur pour lui. Et ça, c'est une scène que nous avons trouvée sur le plateau, pas à l'écriture. Pendant la prise, il a rajouté cette réplique. Je pense que ça va être difficile tout au long de ma vie. Ça, ce n'était pas dans le scénario. Toute l'équipe a pleuré ce jour-là. Donc, tu as fait cette scène plus tard, dans le schedule du tournage? Oui, nous avons tourné cette scène les derniers jours du tournage. Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu dire à sa mère. Je sais que c'est dur et ce le sera toujours. C'est mon challenge dans la vie. Apprendre à vivre avec ce traumatisme. Pour être honnête, j'ai demandé une fin de tournage ce jour-là. Après cette prise, je m'en fichais de faire plus de prises. Celle-là était bonne. Je ne voulais pas risquer de feindre l'émotion. C'est un moment qui était presque d'un genre film documentaire. Les spectateurs auraient forcément une connexion avec ce qui vient de se passer à l'écran. Une autre chose qui m'a vraiment bluffé en regardant le film, c'est à quel point Staten Island, la ville, enfin le quartier de Staten Island, est un personnage du film. Ça me fait penser aussi un peu au premier épisode de Girls, hein. Ce qui me permet d'ailleurs de parler de Robert Elswit, hein, qui est ton directeur de la photographie et chef opérateur. Puisque j'ai l'impression que son travail sert énormément à l'histoire, notamment dans la mise en image de Staten Island. Alors, comment est-ce que tu as travaillé avec lui? Est-ce que vous avez parlé en amont ou est-ce que tout s'est fait sur le plateau? Ma manière de travailler avec mon équipe technique est un procédé qui arrive beaucoup plus en amont que ce que les gens imaginent. Quand on travaille sur les repérages, on est dans un van toute la journée à se demander si on devrait tourner dans une pharmacie ou telle autre, ou cette rue plutôt qu'une autre. Ça devient une conversation artistique très longue sur l'identité visuelle du film. Et puis on se pose la question, quel film devrions-nous regarder ? Car on s'inspire d'univers visuels d'autres films, inconsciemment avec mon chef opérateur. On a beaucoup évoqué les films de Sidney Lumet des années 70, mais mon chef opérateur a travaillé sur d'autres films majeurs comme Michael Clayton et Syriana. Il m'expliquait comment il travaillait les plans sur ces films-là, avec plusieurs caméras ou non. Et on prenait des idées ça et là. Nous voulions une signature visuelle plutôt terne à l'image de Staten Island. C'est un quartier au ton bleu juste en dehors de Manhattan. Il n'y a aucune raison d'y aller à moins d'y vivre. Il n'y a pas de divertissement là-bas, ni de musée, donc personne n'y va. On y vit seulement, ce qui rend cet endroit très étrange. D'ailleurs, il y a un personnage qui le dit ça dans le film. Et puis il y a beaucoup de problèmes économiques à Staten Island. Les gens là-bas sont parfois déprimés et ont l'impression qu'ils ne s'en échapperont jamais.
there's economic problems, and we wanted to, capture that vibe that. Nous voulions capturer cette sensation d'être si proche de la grande ville, mais pourtant si loin également. Proche de ses rêves, mais loin aussi. Beaucoup de jeunes là-bas ne pensent même pas à aller à Manhattan, puisque pour eux, c'est impossible d'emblée. Pour eux, ce n'est même pas une possibilité d'avoir une vie qui soit plus ambitieuse. On s'est demandé comment tourner ça. Car ironiquement, Manhattan est en arrière-plan tout le temps. C'est très beau. Pourtant, Pete me disait qu'enfant, il pouvait passer une année complète sans aller à Manhattan, alors que ce n'est qu'à 10 minutes. Dingue d'entendre ça. Encore une fois, on le ressent vraiment dans le film. Et puis, il y a ce personnage qui dit tout ce que tu viens de dire sur Staten Island. Alors, j'ai pas le nom de l'actrice là dans la tête, mais elle est vraiment incroyable dans le film. C'est une des amies de Pete Davidson, du personnage de Scott. J'aimerais te poser une question, parce que tu viens de parler des recherches. Alors, je ne sais pas si regarder des films peut être considéré comme des recherches pour toi, mais je crois que c'est intéressant pour les étudiants en cinéma qui sont à l'écoute de mon programme. Donc, avant de tourner Just King of Staten Island, tu es retourné avec ton directeur de la photographie, etc., à certains films, donc à certains réalisateurs. Comment ça s'est fait justement ce travail de recherche, si on peut appeler ça comme ça? Je me suis penché sur les films des années 70, avec une signature visuelle qui ressemblait à ce que je voulais. Il y a par exemple un film qui s'appelle Le Retour, avec Jane Fonda et John Voight, qui a eu plusieurs Oscars sur les névroses d'un vétéran du Vietnam. Et il y a ce film avec Jack Nicholson, La Dernière Corvée, sur lequel je reviens souvent pour une raison ou pour une autre. Tout cela a à voir avec mes propres goûts esthétiques. Je n'ai pas envie que le public voie qu'il y a un réalisateur. Je ne veux pas faire quelque chose qui soit dans la démonstration. Je n'ai pas envie que les gens se disent « Waouh, quel plan !» J'ai pensé ce film comme un documentaire, presque voyeuriste. On a un aperçu de la vie de quelqu'un, puis on oublie qu'on regarde un film. Ça, c'est mon espoir, que le public se perde dans l'histoire. C'est comme quand on regarde une pièce de théâtre et qu'à un moment donné, on oublie que l'on est dans une salle de spectacle. On est dans le moment avec les personnages. J'essaye toujours de trouver comment réaliser cela. Parfois, je trouve la solution en regardant un film. Par exemple, je me suis inspiré du film À la dérive d'Alexander Payne. Car c'est filmé brillamment tout en étant très simple. J'aime la cinématographie du film, pourtant ce n'est pas sincère. On sent le mensonge, je ne sens aucune construction. Et puis tu sais, je ne veux pas que le public pense que je suis intelligent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout ce qui pourrait être fabriqué ou démonstratif, j'essaie de l'éviter le plus possible. Et en soi, c'est comme cela que nous avons pensé Freaks and Geeks. C'était l'approche d'ailleurs. On peut dire que je copie sans cesse le travail de J.K. ou de Bob, qui ont réalisé le pilote de la série. Et je parle ici de Bob alias Bill Pope, qui a réalisé Freaks and Geeks. Oui, bah alors, tu dis que t'as pas envie que les gens pensent que tu es intelligent. Pourtant, je suis obligé de dire aux auditeurs français que dans Freaks and Geeks, t'as quand même tourné le dernier épisode au milieu de la saison parce que t'étais sûr que ce serait annulé. Et 20 ans plus tard, c'est classique en France, c'est classique aux États-Unis. Donc, pas intelligent. Comment est-ce que tu expliques justement à quel point cette série télévisée peut être pertinente pour autant de générations à travers le monde? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans en 99 qui peut plaire à autant de gens sur 20 ans? Tu sais, à l'époque, on voulait explorer des personnages qu'on ne voyait pas à la télévision aux États-Unis. Les ados à la TV à la fin des années 90 étaient tous représentés par des clichés de bombes sexuelles. On avait l'impression qu'ils sortaient tous de soap opéra. Mais nous autres névrosés ne pouvions pas nous reconnaître dans cet archétype. Où étaient les nerds, les geeks, les gens un peu décalés? Ou les gens qu'on trouvait tout simplement cool, mais différents? Des gens qui n'étaient pas forcément des athlètes, mais qui se démarquaient par leur humour ou leur personnalité. C'était un peu des gens hors cadre, des artistes en quelque sorte. C'était très nouveau pour l'époque. La télévision opérait sa transition. Et maintenant, on voit plein de personnages comme ça.
À présent, on fait des films ou des séries avec des personnages principaux qui n'auraient été que secondaires auparavant. Maintenant, on peut faire des films sur la meilleure amie. Mon ami Amy Schumer n'aurait normalement joué que la meilleure amie. Sauf qu'on veut que cette personne soit le rôle-titre. Freaks and Geeks, c'est exactement ça. Ces gamins oubliés qui normalement n'auraient été qu'en arrière-plan avaient leur propre série. La série ne ment pas sur les difficultés qu'on peut rencontrer en étant jeune. Quels sont les obstacles? À quel point le soutien de nos amis est important quand on essaie de trouver qui on est. Paul, l'autre showrunner, avait des théories très spécifiques sur tout ça. D'après lui, soit les personnages étaient déprimés de grandir, ou étaient déprimés de ne pas grandir. Et quand on voit le personnage de Linda Cardellini, qui, elle, veut grandir et essaye de s'inclure dans ces groupes qu'elle considère cool, le personnage de son frère, quant à lui, ne veut absolument pas vieillir. Il souhaite faire le chemin opposé, il est terrifié de l'avenir. Et c'est une série télévisée, je ne sais pas si ça tu es au courant, mais même en France, hein, entre acteurs, auteurs, etc., de ma génération, on s'envoie beaucoup de gifs et de mimes de Freaks and Geeks, pour te dire à quel point c'est populaire par les gens du spectacle à travers le monde. Mais puisque tu parles de séries télévisées, quand tu reçois un script comme le King de Staten Island, oui, il faut que je le dise, hein, ça pour les auditeurs français, c'est que c'est pas une comédie de 90 minutes, hein, comme on a en France, bref, c'est une vraie comédie de 2h18, donc on a vraiment le temps d'aller au fond de la complexité des personnages. Mais quand tu reçois un scénario comme ça, comment est-ce que tu sais, ok, ça je peux le faire en un film de 2h30, ou ça doit être détaillé sur 10 épisodes sur un grand réseau? Comment est-ce que tu arrives à voir quelle histoire sera bonne pour les séries ou pour le cinéma? Quand on fait des séries pour la télévision, on pense à un arc narratif de la même manière qu'on l'aurait fait au cinéma, mais étalé sur 8 ou 10 épisodes. On a une série sur Netflix qui s'appelle Love, qui traite exclusivement d'une relation amoureuse. Donc on se demande, du début du pilote jusqu'à la fin du dernier épisode, quand ils vont décider d'être officiellement en couple. C'est presque un film qui dépeint toutes les étapes qui les amèneront à cette situation. C'est notre version un peu décalée de Normal People. Nous avons essayé d'aller comme eux dans la rigueur du détail. S'ils ne flirtent pas ensemble, s'ils sont ensemble, s'ils se séparent, on explore toutes ces étapes. C'est une analyse que j'aime beaucoup. Mais une saison doit avoir une histoire centrale, et ce que j'appellerais micro-histoire qui parsème la saison. Généralement, quand on trouve l'idée, l'une des premières questions c'est: doit-on faire un film ou une série? Je pense que c'est un film. En fait, non, je pense que je vais en faire une série. Ils m'ont fait le pitch de Love comme celui d'un film, mais j'étais sûr que ça devrait être une série. Un mec aime bien une nana, il lui faut de nombreux épisodes pour au moins décrocher un rencard, montrant tous les détails du processus. Et mes deux dernières questions, parce que malheureusement avec toi le temps passe très très vite. Là encore, hein, pour les étudiants en cinéma qui sont en train d'écouter mon programme, quel a été le plus gros challenge que tu as eu sur ce film, que ce soit en producteur, en acteur, en réalisateur ou en auteur? Alors, je pose cette question de manière à ce que tous les étudiants qui m'écoutent ne soient pas déprimés et disent Judd Apatow aussi peut avoir, avec la carrière qu'il a, des gros challenges. Quel a été ton challenge pour ce film? Le plus gros challenge pour tous les projets dont nous avons parlé, c'est de trouver un état mental dans lequel tu essaies de t'améliorer, mais en même temps, tu essaies d'écouter ta créativité et de la laisser tranquillement venir à toi, tout en faisant sa propre autocritique. C'est la partie la plus compliquée, surtout quand on débute et qu'on écrit. On essaie d'être archi-productif, de ne pas se censurer, de bouillonner d'idées. Et quelques jours plus tard, il faut y revenir et dissocier les bonnes idées des mauvaises, voire même de pouvoir garder certaines idées pour un autre film. Il faut savoir faire ce travail, car il est difficile pour le cerveau d'être créatif et autocritique en même temps.
Il faut se faire confiance, tout en ayant le recul de voir ce qui marche ou non. Merci pour cette réponse. Et alors là, je vais me faire tellement d'amis dans mes potes si je ne te parle pas pendant 1 minute de ce film que tu as produit il y a plus de 10 ans. Qui est un phénomène que je regarde au moins 3 fois par an avec des amis. Pineapple Express, Délire Express avec Seth Rogen et James Franco. Beaucoup de Français adorent ce film. Je crois que tu dois le savoir aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce qu'un espoir d'une suite de Pineapple Express ou est-ce que celui-là est très bien et si culte qu'il ne faut pas le toucher? J'espère qu'on en fera un autre. Oh oui, s'il te plaît. Il y a quelques années, j'avais donné des indications d'histoire pour une suite. On était très proche du but, puis ça n'est pas arrivé. Je pensais que le moment était opportun pour parler du cannabis et de sa légalisation. Et comme cela pouvait compliquer la vie des dealers de bœufs, on a presque failli le faire il y a 4 ou 5 ans. Peut-être un jour. J'aime les suites, ça ne m'effraie pas. Certains disent parfois qu'une suite peut ruiner l'univers créé par le film original, mais je leur réponds toujours, mais enfin, c'est comme dire à l'équipe de la série Le Soprano de ne pas faire d'épisode 2, tant le pilote est exceptionnel. Il faut toujours prendre des risques. Totalement. Peut-être un jour. Donc, peut-être un jour, on croise les doigts. Et ma dernière question, si tu devais me donner une série télé sur laquelle tu reviens quand tu es joyeux, déprimé, quand tu fais des recherches, quand tu as envie d'être diverti, s'il possible, une série télé qui n'est pas MASH ou NYPD Blue, parce que je sais que tu adores ces séries-là, mais pas ça, s'il te plaît. Donc, si tu peux penser à une série télé, peut-être de ton enfance, que tu regardes encore maintenant. Je pense que la série sur laquelle je reviens le plus dans ma vie, c'est Taxi de James Brock, avec des auteurs incroyables, notamment ceux de Fraser. Ça traitait de personnages qui conduisaient des taxis, mais voulaient faire autre chose de leur vie. L'un voulait être acteur, l'autre voulait fonder une galerie d'art. C'était une série très belle, très drôle, là encore sur des personnages ne sachant comment dépasser leurs obstacles. Il y avait notamment Tony Danza et Danny DeVito. Si vous souhaitez aller dans les classiques de la télévision américaine, découvrez cette série si spéciale. Et effectivement, c'est une série télé très apatoesque.